Bonjour, bienvenue sur Regus.fr. On est ici à l'ADN, le centre de style Peugeot en banlieue parisienne, dans les coulisses du projet P54. Le projet P54, c'est la Peugeot 408. Et là, moment très rare, on va pouvoir vous montrer un manifeste, donc une maquette de style, une déclaration d'intention qui date de 2015 et qui est en quelque sorte la première ébauche de cette Peugeot 408. Et pour vous en parler, en fait, ça sera le responsable de ce projet Peugeot 408, Pierre-Paul Mattei, qui va vous le décrypter. C'est parti à l'origine d'une vision très précise qui était la réinvention de la berline en créant un objet nouveau, plus excitant, plus audacieux et différent de ce qu'est une berline normale, notamment dans le schéma mondial, puisque la vocation c'était vraiment de faire une berline mondiale qui puisse s'intégrer de manière pertinente dans la gamme Peugeot. Avant même que le programme ne commence, le programme officiel, on a commencé par cristalliser cette vision que l'on avait en commun avec la marque de ce que pourrait être une berline du futur en faisant un manifeste. Donc c'est vraiment une exclusivité parce que je ne me rappelle même pas qu'on ait chez Peugeot présenté un manifeste. C'est des objets qu'en général on ne présente jamais puisque eux, ils sont là pour convaincre l'ensemble de l'entreprise de la direction à prendre pour ensuite construire le programme. Et c'est donc le sens de ce manifeste en disant voilà, si on fait une berline, c'est peut-être pas une berline normale qu'il faut faire, c'est peut-être une berline complètement différente, réinventer quelque chose qui n'existe peut-être pas dans le segment C, entre la berline et le SUV, même si on garde toute l'efficience d'une berline, et ça peut être un autre objet. Et donc c'est le seul intérêt de ce manifeste-là, qui n'a pas de vocation stylistique, d'abord parce que c'est très en amont, là on parle d'un objet qui est en 2015, pour une voiture qui sort maintenant en 2022, qu'on a commencé à travailler en style en fin 2018. Donc il faut préparer ce projet. Et le manifeste sert à ça, fédérer, fixer le cap pour qu'ensuite on puisse construire le programme et attaquer le style. Là, il n'y a pas de proportion de référence ni de style de référence. C'est vraiment une histoire d'avoir une vision prospective et après qui permettra d'être un élément de départ. En fait. C'est vraiment expliquer la vision, parce qu'on ne peut pas expliquer la vision de ce que serait un nouveau morphotype de berline pour le futur avec un PowerPoint. Donc il faut un objet. Alors on lui met un style, d'ailleurs, vous remarquez que bon, ça a été fait en 2015, vous voyez qu'on retrouve des traités de style qu'on avait sur nos voitures de l'époque, on retrouve un découpage à la SR1, mais c'est pas notre souci. Quand on fait cet objet-là, c'est pas notre souci. Le style, à la limite, peu importe, parce que de toute façon, on est tellement décalé que le style, ce sera complètement autre chose. Et puis, c'est surtout qu'il n'y a rien de faisable sur cette voiture-là. On pourrait quasiment rien récupérer. L'aérodynamique ne marche pas, ça passe pas les renforts, ça passe pas les éléments porteurs, ça refroidit pas le moteur. Il n'y a pas d'accessibilité puisqu'on dessine une vitre à l'endroit même où passe la porte, une vitre tombante. Enfin, il n'y a rien qui marche. Par contre, elle fixe l'idée et la vision de ce que pourrait être autre chose, une berline qui est autre chose qu'une berline normale. Alors, vous nous avez aussi amené des maquettes, mais là, on est plus proche, on est plus avancé dans le projet P54. Alors là, on est beaucoup plus avancé puisque quand on arrive à ces maquettes-là, on a déjà lancé le concours de style. Donc on est bien après le manifeste, c'est-à-dire que la silhouette a été inscrite dans un programme technique avec des communautés, une construction qui nous permet de commencer ce concours de style. Concrètement, là on était plutôt en 2015. Là on est en 2019 quand on fait ces petites clés. En fait, pourquoi on fait ces petites clés? On ne fait pas systématiquement des petites clés. En fait, la clé nous permet de confirmer ou non le potentiel qu'on a identifié sur des sketchs. Petite clé, c'est une maquette en cinquième? Oui, non, c'est une maquette au quart, donc en clé, donc c'est la plastiline, c'est le matériau qu'on utilise d'ailleurs quand on passe en échelle 1, qui nous permet de sculpter, c'est-à-dire que c'est un matériau, quand on le chauffe, il est très souple et donc on peut l'appliquer comme de la pâte à modeler, et puis à température ambiante, il se solidifie et on peut le sculpter, et donc là, on peut vraiment mettre au point les styles. Ce qui est intéressant sur ces modèles Kelly, c'est que tous les éléments techniques intangibles sont fraisés en dur dessous, sur un matériau dur. C'est-à-dire que quand le designer va sculpter pour mettre en forme son style, là où il ne va pas pouvoir sculpter, il ne va vraiment pas pouvoir parce qu'il va tomber sur du dur. Donc que ce soit la traverse de pavillon, que ce soit les charnières, les renforts de porte, les éléments porteurs. Et donc ça permet de convertir l'idée en sketch. Parce qu'un sketch, en plus on a tellement de talent, on peut faire ce qu'on veut. C'est toujours le designer, quand il sketch, il se projette dans ce que va être l'objet. Donc il sketch vraiment la vision qu'il a de l'objet, y compris de son volume. Il l'amplifie aussi parfois. Il amplifie, souvent il l'amplifie pour que le sketch aussi soit retenu, donc pour qu'il ait le plus de gueule possible. Et donc nous on identifie donc les thèmes les plus porteurs, les plus prometteurs, et le passage à la clé, là, on formalise vraiment, avec les vraies dimensions du projet et les vrais points techniques, l'idée. Et certains thèmes, d'ailleurs, meurent à ce passage-là,
Parce que là où il y avait une sculpture, par exemple le manifeste, c'est très beau, les flancs creusés comme ça. Mais sur une passage clé, il n'aurait pas supporté le passage. Parce que tout ce qui est creux là, il aurait fallu le sortir. Et en même temps, en parallèle de tout ça, il y a les autres modèles de la gamme, donc il faut garder aussi une certaine cohérence, une certaine évolution, savoir quand le véhicule va arriver pour qu'il arrive à un moment aussi où ça soit peut-être raccord, harmonieux avec les autres modèles. Ah oui, non, mais bien sûr, on a, le cap est fixé, c'est-à-dire qu'on sait exactement où on va à plusieurs années. C'est donc le patron du style Peugeot est garant justement de cette progression du style et de l'objectif du style à court, moyen ou long terme. Et donc tout ça, c'est très précis. C'est après à nous, les managers, de bien réexpliquer le contexte, à la fois le contexte projet technique, mais aussi le contexte style pour expliquer où on va, pour que les propositions soient pertinentes à l'instant T au bon moment. On ne va pas dessiner la voiture qu'on fait dans 3 ans comme celle qu'on va faire dans 5 ans. Rien qu'en 2 ans déjà, il y a de l'évolution. Et donc ça, c'est très précis, c'est très cadencé. À titre indicatif, en fait, ce genre de maquette sur un projet comme P54, on peut emmener combien de fronts? 5, 6, une dizaine Sur P54, je pense on devait en avoir 6 ou 7 ici. On avait aussi ouvert le concours à notre studio en Chine, et donc on a vu des propositions en Chine qui avaient eux-mêmes fait des clés qu'ils nous avaient envoyées, qui ont participé au concours comme les autres, sachant que certaines clés étaient asymétriques, parce que, étant donné que c'est une compétition ouverte, que tout le monde travaille en même temps, quand on voit qu'il y en a celui d'à côté, il commence à prendre le lead, il commence à avoir quelque chose qui est vraiment pertinent, il dit j'ai mon thème d'origine, mais peut-être faire une variante pour aller rattraper le copain. Mais c'est très participatif, c'est en bonne intelligence. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entraide, déjà parce qu'il y a des designers juniors, des designers seniors, il y a beaucoup d'entraide. C'est pas du tout je suis dans mon coin, c'est une compétition ouverte. Et quand bien même à l'arrivée, il y en a un qui remporte la compétition, de toute façon, il y a toujours énormément de monde qui contribue. Il y a tellement de choses à faire sur une voiture, il y a énormément de monde qui contribue. Donc il y a bien sûr un designer qui est porteur du thème leader et qui est allé au bout, mais derrière, il y a une 60aine de personnes au style qui ont œuvré pour que ce style soit faisable et soit bien au point. Donc c'est toujours un vrai travail d'équipe. Et donc qui est particulièrement criant quand on fait les clés parce que tout le monde est au même endroit. Et après, quand on passe à l'étape d'après, échelle 1, là on peut pas multiplier le nombre de supports à l'infini. Là en général on passe à deux supports échelle 1 sur les 2 thèmes justement qui sortent du lot et qu'on trouve les plus leaders, et les 2 qui continuent la compétition jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un. Et aujourd'hui, avec la Peugeot 408, en fait, vous êtes un peu seul en scène, parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrents. On pensait à un moment donné à une Volvo S60 Cross Country, peut-être un peu la Polestar 2 aujourd'hui, mais c'est un véhicule 100% électrique, donc c'est différent. Vous avez vraiment les coups des franches, en fait. Non, mais ça oui, c'est une vraie satisfaction, parce que comme je dis, cette conviction là depuis longtemps. Donc c'est sûr que secrètement, on espérait qu'il n'y ait pas quelqu'un qui nous double au dernier moment, et de meubler cet espace vide finalement entre la berline et le SUV dans le segment C. C'était particulièrement excitant comme challenge. Et puis on savait qu'on allait amener un objet atypique, auquel on a mis un style atypique, parce que des solutions classiques de style sur un objet pareil ne marcheraient pas. Il y en a quand même qui ont essayé de reprendre des solutions classiques, tout de suite ça ne marche pas. Cette 408, c'est vraiment une évolution de la berline. C'est une voiture qui est rehaussée, hein. On n'est pas sur des hauteurs de SUV, néanmoins on n'est plus haut qu'une berline normale. Et donc cette morphologie un peu atypique amène aussi un traitement de style atypique, dans le sens où des solutions classiques n'auraient pas fonctionné sur un tel volume. La première des choses, c'était amener du dynamisme sans pour autant cacher le fait que la voiture est particulièrement habitable et a beaucoup de prestations aussi en accessibilité. Et donc c'est vrai que la partie arrière est dessinée façon fastback, avec cet élancement. Néanmoins, ce n'est pas dessiné comme un fastback classique. Un fastback classique commence à faire chuter la ligne à partir du pied central. Et donc ce n'était pas du tout l'intention sur cette voiture-là. Au contraire, on voulait focaliser sur le fait, et donc rester très haut, très longtemps, pour montrer que cette voiture est habitable et très accessible. Et le point d'inflexion est donc décalé en fin de porte arrière, et le dessin fastback commence qu'à partir de là. Et il est renforcé par cette aile qui monte très très haut par rapport à totalement inhabituelle par rapport à une berline. C'est pour ça qu'on est presque sur autre chose en fait. Et qui crée cette striction positionnée très haute par rapport au sol qui amène cette morphologie si particulière. Et en même temps, c'est une cohérence aussi, parce que cet épaulement, on le retrouve aussi sur les SUV 3008, 2000, donc c'est légitime en termes de registre formel dans la...
Oui, on est dans un registre stylistique qu'on manipule chez nous. Alors là, on est sur d'autres proportions, une autre interprétation, mais oui, on reste de toute façon, quoi qu'on fasse, même quand on est sur un langage formel comme celui-là qui est plus acéré, qui est plus diamanté que ce qu'on a l'habitude de faire, on reste toujours chez Peugeot et dans l'ADN Peugeot, mais cet ADN, on le fait évoluer aussi, et notamment sur des objets aussi atypiques. D'un point de vue technique, en fait, les pièces communes entre une 308 et une 408, c'est le capot, la baie de pare-brise, la structure de porte et évidemment les... Oui, la feuillure de porte est commune. La planche de bord est commune aussi, bon, sachant que cette planche de bord, on savait, et puisqu'on était en mode programme, on savait très bien que cette planche serait commune à 308 et la 408, et on savait très bien ce que serait la 408. On savait aussi très bien comment on voulait la typer en termes de langage formel et de style, d'ambition. Et donc c'est bien la planche de bord de la 408 qu'on a demandé à nos équipes créatives de dessiner. Et ensuite, étant donné les voitures étaient toutes dans l'atelier, 308 break, le P54, donc la future 408, on a réglé le curseur du langage formel de faire en sorte que ça matche aussi bien sur l'une que sur l'autre, parce que les langages formels extérieurs ne sont pas tout à fait les mêmes non plus. Donc effectivement, après il y a de la communauté de capot et de projecteurs FE. Donc ça c'était entendu dès le départ, et donc c'est pour ça qu'on a démarré la compétition de style un peu plus tôt aussi par rapport à la date de sortie de la voiture, de manière à ce qu'on puisse être sûr que ce que l'on faisait sur l'une était compatible de l'autre. Et donc c'est très challengeant en style, mais c'est aussi assez excitant en fait. Parce que la vitre aussi, c'est la même vitre qu'une... Oui, alors la vitre elle-même, c'est la même. Après la porte n'a rien à voir, le volume n'a rien à voir. Cette voiture-là a une carrosserie qui est plus large, aussi beaucoup plus large puisqu'on a des voies qui sont élargies de presque 50 mm. Des fois pratiquement identiques à celle d'une 508. Alors, on ne doit pas être loin d'une 508, mais on voit, puisque là on est sur 1m80. Donc là on est vraiment sur 1m85 à la caisse. Une 308, les 1m85 aussi, puisqu'elles sont pris au poignet de porte. Alors que là, les poignées de porte sont alignés avec la caisse. C'est pour ça que cette voiture-là a aussi beaucoup plus de prestance, et elle en avait besoin, parce que c'est un gabarit qui est beaucoup plus volumineux. Donc elle avait besoin de toutes ces constructions au niveau des trains. Alors l'aérodynamique, oui, c'est le sujet, parce que ce qui est intéressant sur cette voiture-là, c'est qu'on offre plus qu'une berline classique. On est sur quelque chose d'abord de très habitable, beaucoup de coffres, on est surélevé. Donc on est plus haut que sur une voiture classique, on a une garde au sol qui est de l'ordre de 4 cm plus haute qu'une berline classique du segment C. La hauteur de cabine est sensiblement la même, mais c'est transposé du fait qu'on utilise des très grandes roues aussi, par rapport à des berlines classiques, que ce soit des tricorps ou des bicorps, on a des roues qui sont beaucoup plus grandes. Et donc l'aérodynamique est devenue parce que c'est intéressant de faire une voiture qui est beaucoup plus imposante, qui est plus expressive. Mais l'intérêt, c'est qu'elle reste efficiente. Et donc l'aérodynamique a été un vrai point. Et cette zone-là, qui a été particulièrement complexe à mettre au point, elle avait une double problématique. La première problématique, c'était l'habitabilité à la tête arrière, parce que c'est bien beau de donner le plus grand espace genou qu'on a jamais donné sur une Peugeot à l'arrière, mais si la tête n'est pas à l'aise, ça n'a pas de sens. Donc du coup, on a délibérément choisi de décaler vers l'arrière les charnières de volets. Et au même moment, il fallait qu'on optimise le fonctionnement aérodynamique de la partie haute. C'est comme ça est née l'idée, ces oreilles de chat facettisées, qui nous permettent d'absorber le volume technique décalé de la charnière, et en même temps qui nous permet de canaliser tout le flux d'air sur la partie la plus efficiente, la plus efficace du béquet. On voit que la spatule, c'est là qu'elle est la plus marquée, de manière à optimiser l'aérodynamique. Et ce qui est intéressant là, c'est que c'est finalement l'entrée par les prestations qui ont été traduits en style et qui, à l'arrivée, deviennent une signature de la voiture, puisque quand la voiture sera connue, il suffira de mettre une photo du coin de la lunette pour savoir que c'est la nouvelle 408 en fait. Et en même temps, il y a un beau travail du designer avec une surface inversée pour casser visuellement le porte-à-faux. Oui, alors ça a une double fonction, parce que ça aussi, ça étonne, ça surprend, parce que oui, non, ce n'est pas construit comme d'habitude. La voiture n'est pas une voiture comme il y a d'habitude. Le style, le traité style n'est pas comme d'habitude. Il a fallu trouver des nouvelles solutions adaptées à ce concept. Et à partir du moment où on veut mettre beaucoup de coffres, ça conditionne en général du porte-à-faux arrière. Puisque la voiture est surélevée et qu'on optimise l'aérodynamique, on est là quasiment 10 cm plus haut qu'une malle classique. Donc on se retrouve avec une masse à gérer qui est totalement inhabituelle pour une berline. Donc utiliser une solution de style classique n'aurait jamais fonctionné là-dessus. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de splitter la couleur en remettant de l'emphase sur le pare-choc, qui pour le coup est un pare-choc. Il est conçu pour absorber tous les chocs de la vie urbaine, les petits chocs de circulation, les erreurs de manipulation, celui qui se gare trop vite derrière. Il est vraiment conçu pour.
Et il nous permet de casser la couleur caisse en lui donnant cet effet inversé qui en fait répond à la malle inversée. C'est-à-dire que quand on voit la voiture de loin, au lieu d'avoir une masse énorme de la partie arrière, en fait la couleur caisse est divisée à la renverse comme ça et qui donne un espèce de mouvement de flèche. Donc c'est particulièrement visible sur les voitures un peu plus claires, sur une blanche c'est frappant, et qui donne un effet de flèche et qui finalement amène du dynamisme sur un volume qui est totalement inhabituel. Et par ailleurs, vous avez raison, ça nous permet de casser visuellement la perception du porte-à-faux. Et ce qui fait qu'entre les protections de roue, ce découpage et le pare-choc, finalement, on a à la fois du dynamisme et on canalise la lecture du porte-à-faux. On a l'impression qu'il n'y a quasiment plus de porte-à-faux en fait avec la... C'est ça qui est intéressant dans certains angles. Et puis quand vous aurez l'occasion de voir une voiture blanche de loin, pour le coup c'est spectaculaire parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est sur un arrière cisaillé. Et donc ça amène énormément de dynamisme. Et c'est vraiment la solution de référence qui a d'ailleurs, quand on a fait le concours de style, cette idée est assez rapidement née, et puis on a vu que ça résolvait beaucoup de problèmes et que ça amenait du dynamisme sur un volume qui potentiellement était challengeant de ce côté-là, et tout le monde a commencé à travailler autour de cette thématique. Un des points saillants du style de cette voiture sur la face avant, c'est le traité de la calandre. Parce que du fait de l'exclusivité de ce concept, on s'est posé la question de savoir comment amener aussi de la modernité dans le traité stylistique à la hauteur de la modernité du concept. Et donc il y a eu beaucoup de travaux sur la calandre. On a rapidement eu cette idée de commencer à fondre la calandre dans le volume du pare-choc, sans pour autant la faire disparaître, parce que chez Peugeot, de toute façon, on a une longue histoire, on a plus de 200 ans d'histoire, on a une calandre, un emblème, des projecteurs expressifs, et ça fait partie de notre ADN. Par contre, ça ne nous empêche pas de réinventer cette perception. Et on voulait sortir du pare-choc avec la calandre noire ou cernée de chrome, on voulait sortir de ça et commencer à fondre la calandre. Et donc, c'est la thématique qui a été retenue, c'est-à-dire ce motif couleur caisse, donc qui renvoie à la couleur caisse du pare-choc, vertical, qui renvoie aussi au fait que la voiture est surélevée, et évolutif, parce que vous voyez que la densité ici n'est pas la même que la densité là. Ce qui fait que quand vous prenez du recul et que vous voyez la voiture de loin, en fait, ça devient difficile de savoir où commence et où finit la calandre. C'est-à-dire que globalement, la calandre disparaît, mais elle est là quand même. Et ça c'était particulièrement intéressant pour nous. D'ailleurs, on ne s'interdit pas de capitaliser cette signature stylistique sur des voitures à venir. Parce que sur la 308, en fait, de mémoire, il y a un élément chromé qui sépare bien en fait la calandre en tant que telle de cet élément de décor en fait. Il y a une séparation, alors que là, on l'a plus du tout. Non, on l'a plus du tout, mais c'est un parti pris de cette voiture-là. Le côté un peu inhabituel et atypique du concept, de la morphologie de la voiture, nous a amené à trouver d'autres solutions. Et ces solutions-là nous permettent justement de raccorder le langage stylistique et le concept pour que les deux matchent parfaitement ensemble, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est pour ça qu'il y a eu ce travail de recherche sur la calandre. Maintenant, une fois que la voiture, que ce principe a été lancé par cette silhouette plutôt atypique, on peut le capitaliser. On aurait un peu plus de mal à capitaliser toute la construction du volume arrière, parce que là, c'est vraiment lié à la morphologie même de la voiture. Mais par exemple, ça, typiquement, on pourrait le répercuter sur d'autres voitures. Affaire à suivre alors. À suivre. Et merci infiniment. C'est un plaisir.